végétale qui existe ici. L'idée, c'était de la renforcer et de la faire rentrer dans le bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui va fonctionner beaucoup, enfin vous allez voir quand il sera livré. Au début, il n'y aura pas beaucoup de végétation parce qu'il faut le temps que la végétation elle prenne, elle pousse, mais on va déjà planter pas mal de choses assez hautes. Et c'est un bâtiment qui est fait avec des jardins suspendus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des jardins suspendus. Donc il y a beaucoup de jardinières, de terrasses arborées. Et ça va participer aussi de l'ambiance climatique. Je vais vous montrer après sur une coupe. L'idée aussi, c'était de ne pas créer sur la rue ici, qui est la rue Jaffar Sadiq, donc une façade très très longue, un peu comme la façade de ce bâtiment aujourd'hui. C'est le kilomètre lancé de la façade. C'est la façade toute rectiligne, toute uniforme. Donc l'idée c'était aussi de créer des porosités dans cette façade pour que quand on est dans le bâtiment, on ait toujours des vues un peu qui puissent filer vers la cour, vers la rue, qu'on ne soit pas enfermé dans un bâtiment. Donc voilà, le bâtiment d'enseignement, on le devine là, il s'organise autour d'un patio central. On va voir après des plans de ce bâtiment précis. Et puis donc la salle polyvalente qui est ici, qui est un bâtiment plus compact, parce que c'est une salle polyvalente. Au niveau de la cantine, l'idée c'était d'ouvrir en fait la cantine vers un espace arboré. Donc ça, ce sera la deuxième phase. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Les principes bioclimatiques du bâtiment. Alors, ça c'est une coupe. Donc je ne sais pas si est-ce que vous arrivez à comprendre la coupe. Je ne sais pas trop ce que... Parce que une coupe, c'est comme si on coupait le bâtiment, par exemple dans cette salle, on coupe le bâtiment et on regarde qu'est-ce qu'on verrait si on coupe avec une scie la tranche du bâtiment. Donc ça, c'est une coupe. Ici, on a donc le rez-de-chaussée, le R+1, le R+2. Donc ici, on voit qu'au rez-de-chaussée, ici c'est la cour de l'école actuelle et ici c'est la rue. Donc au rez-de-chaussée, côté cour, on a un préau qui passe sous le bâtiment, qui va permettre de faire vos récrés, faire vos pauses à l'ombre ici, sous ce préau. Au cœur du bâtiment, donc c'est ce qu'on voyait sur l'image d'avant, il y a un patio arboré avec des grands sujets, et c'est des plantes, c'est un volet assez important, mais c'est des plantes humides, c'est-à-dire que c'est des plantes qui vont être arrosées au début et qui ont aussi pour rôle d'apporter de la fraîcheur, de former ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur pour amener de l'ombre, de la fraîcheur au sein du bâtiment. Donc elles ont un vrai rôle bioclimatique dans le bâtiment, ces patios et ces terrasses. Donc on voit, là par exemple, il y a une terrasse plantée en étage suspendu, il y a d'autres endroits, on ne coupe pas dessus, mais il y aura des jardinières, ce sera plus ponctuel. Donc cette végétation, elle joue vraiment avec le bâtiment. Ensuite, c'est ce qu'on voyait sur la première image, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des brises-soleil. Donc le principe du brise-soleil, je vais revenir sur le plan masse d'ailleurs pour expliquer ça. Donc notre bâtiment, il est ici. Un plan, c'est toujours orienté, enfin c'est toujours, un plan masse en tout cas, un grand plan d'ensemble, c'est orienté vers le nord. Donc le nord, c'est l'endroit où on n'aura pas de soleil sur une façade nord. Par contre, on a une lumière diffuse qui est une lumière qui est constante, qui est une lumière qui est assez agréable. Par contre, on va avoir moins de lumière et surtout, on ne va pas avoir de soleil. Donc la façade sud, à l'inverse, c'est une façade qui est très exposée au soleil, donc au risque de surchauffe. Mais on sait s'en protéger au sud, parce que le soleil du sud, c'est un soleil qui est très vertical. Donc on sait qu'une façade sud, ça c'est des grands principes qui n'ont pas lieu d'être sur cette façade-là, donc j'en parle pas plus, mais une façade sud, on va savoir protéger les fenêtres du soleil, puisque c'est ça l'enjeu, c'est d'empêcher les fenêtres de prendre le rayon de soleil direct, notamment en été, pas que ça surchauffe à l'intérieur, avec tout simplement des bords de toiture et des ouvrants. Ensuite, on a les deux façades latérales qui sont les façades est et ouest, et là c'est beaucoup plus compliqué, parce que le soleil, quand il se lève à l'est, il se lève, il est très bas,
Et donc il va monter, ça vous devez connaître, j'imagine presque mieux que moi, parce que c'est un truc qu'on doit étudier à peu près à vos âges, je crois. Donc le soleil, s'il sort ici, il va monter, être au zénith à midi et redescendre. Les deux côtés, à l'est et à l'ouest, en fait le soleil il est très bas. Donc pour s'en protéger, là on n'a plus des éléments horizontaux, des casquettes, des débords de toiture ou des haubans. On va devoir utiliser des éléments verticaux parce qu'on va essayer de casser le soleil qui est assez horizontal. Donc si on met une casquette, ça ne marchera pas parce qu'il va passer, le soleil va passer sous la casquette. Je ne sais pas si on reviendra dessus après si vous voulez faire un schéma. Voilà. Donc nous dans ce projet, on a des grandes façades qui sont plutôt orientées est-ouest. Alors sud-ouest, sud-est et nord-est. Donc pour se protéger du soleil sur ces orientations-là, on a étudié un système de brise-soleil. On le voit ici, c'est pas très clair, mais donc c'est des brise-soleil verticaux. On a étudié assez finement là, on a fait plein de ce qu'on appelle des simulations. Donc on monte le projet en 3D sur une maquette avec le soleil exact de comment le soleil se comporte ici à Rabat. Et on regarde quelle est l'inclinaison des brise-soleil par rapport à la façade, quel est leur espacement, quelle est leur épaisseur, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour qu'il n'y ait pas de soleil qui rentre en été. Parce que c'est ça l'enjeu. En hiver, on est content d'avoir du soleil qui rentre, mais pas en été. Donc ça, on a dimensionné, c'est assez important avec des ingénieurs, ces façades pour qu'elles puissent bien protéger du soleil. Ensuite, qu'est-ce que... je reviens sur la coupe. Voilà. Ensuite, donc en principe bioclimatique sur ce projet, je refais un petit retour en arrière sur le contexte, mais dans les établissements scolaires notamment, alors ici c'est très différent de comment ça se passe. On fait pas mal d'établissements scolaires en métropole aussi, enfin en France et en outre-mer d'ailleurs, mais du coup la conception elle est différente et elle est adaptée à chaque site de projet. Donc on ne conçoit pas du tout de la même manière ici à Rabat que je pourrais vous montrer après si vous voulez. On fait un autre collège en ce moment en Isère, on vient de finir. L'Isère, c'est un peu la montagne, ça n'a rien à voir. C'est un bâtiment où on va chercher à être compact pour qu'il y ait le moins de déperdition de chaleur possible, parce que l'enjeu, c'est de se chauffer. Ici, l'enjeu, c'est plutôt d'être peu compact pour pouvoir ventiler et pour qu'il fasse moins chaud l'été. Il y a un enjeu, évidemment, dans la commande de la maîtrise d'ouvrage. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est le client. Et la maîtrise d'œuvre, c'est l'architecte, pour faire simple. C'est compliqué, en sortant de l'école d'architecture, et encore, les gens s'embrouillent encore entre les deux termes parce que ça se ressemble. Mais voilà. Donc le client, il nous a demandé dans ce projet de faire un projet qui soit le plus passif possible. C'est-à-dire de ne pas chercher à ajouter des équipements techniques. C'est quelque chose qui est assez important. Alors, c'est moins vrai ici parce qu'il y a moins de contraintes thermiques, en fait, notamment sur l'hiver qu'en France. Mais il reste que dans les projets, on essaye, aujourd'hui je pense que c'est l'enjeu d'avenir en tout cas, et que notre génération essaie vraiment de porter ça, c'est de faire un projet qui a le moins besoin d'énergie possible, par une conception qu'on appelle bioclimatique, donc qui fonctionne avec son climat, avec son site. Et pas parce qu'on vient rajouter un équipement technique. En termes d'équipement technique, je ne sais pas de quoi vous avez déjà parlé, mais il peut par exemple s'agir d'une VMC double flux. Je ne sais pas si vous avez évoqué des choses comme ça ou pas du tout. Non. Ouais. Donc ça peut être une VMC double flux par exemple, terme barbare, mais c'est un équipement qui va ventiler les salles de classe, parce qu'une salle de classe, là tous autant que vous êtes, on respire, on émet donc de la vapeur d'eau quand on respire. Et on en émet beaucoup. Et c'est de la vapeur d'eau, du CO2, et puis il y a tout un tas de polluants comme ça qu'on émet juste parce qu'on est dans une salle de classe. Donc, il va y avoir de l'extraction. L'air, en fait, doit être renouvelé en permanence dans une salle de classe. Tout simplement parce que s'il y a trop de CO2, vous vous endormez. C'est
un espèce de système comme ça un peu mécanique, et puis on se sent pas bien. Et puis c'est mauvais pour la santé en fait, tout simplement. Donc vous ne voyez pas, ici je ne sais pas où c'est, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà, dans les vieux bâtiments il n'y en avait pas, mais l'idée c'est qu'il y ait toujours de l'air, un peu d'air frais, extérieur, qui rentre, et donc on extrait de l'air sali par notre respiration. Ça, c'est un principe qui est vrai pour tous les bâtiments. Si on ne fait pas ça, en fait, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air, et du coup, au bout d'un moment, ça moisit, tout simplement. Voilà. Bref, ça c'est le contexte. Dans notre projet, l'idée, par exemple, c'était au lieu de mettre ces équipements qui sont des mécaniques, qui marchent avec de l'électricité, c'était de trouver un système qui soit le plus naturel possible. Donc, du coup, vous aurez la fenêtre. On va la faire naturelle. Ouais, c'est ça. Mais dans le projet, ce sera naturel aussi. Donc, c'est important de bien aérer cette pièce. Pour le Covid aussi, c'est très important. Ouais. Et c'est vrai qu'on insiste dessus, mais on a du mal à avoir là je m'adresse plutôt aux adultes, à avoir la perception de qu'est-ce que ça veut dire aérer régulièrement, mais c'est énorme, quoi. C'est au moins 5 minutes toutes les heures. Enfin, c'est beaucoup. Ouais. Donc, dans le projet, l'idée c'était pour que, alors, je reviens en arrière, mais pour que l'air il circule dans la salle et que l'air vicié puisse sortir et un air propre puisse rentrer, il faut qu'il y ait deux façades différentes en fait avec des fenêtres. Parce que là c'est un peu compliqué, mais il y a une différence de pression sur ces deux façades qui va créer le flux d'air. Donc par exemple ici, si on ouvre dans le couloir, on ouvre la porte et on ouvre cette fenêtre, il va y avoir un flux d'air qui va circuler et qui va balayer vraiment la pièce et faire sortir les polluants. On est dans quelque chose d'un peu technique, mais pas tant, mais c'est hyper important parce que c'est central quand on veut faire de la ventilation naturelle. Tout simplement, ça veut dire qu'il faut avoir deux fenêtres sur deux façades opposées. Et c'est pas si simple parce que dans un bâtiment classique, avec un couloir très efficace, il y a un couloir et une salle de classe de chaque côté. Et du coup là, on ne peut pas avoir une fenêtre de chaque côté puisque d'un côté la classe, c'est ici, elle s'ouvre sur la rue, mais de l'autre côté elle s'ouvre sur un couloir. Donc on ne peut pas ventiler. Donc là, il y a une réflexion, c'est pas une solution, c'est pas une innovation que je vous montre là, hein. C'est un principe qui est assez commun, mais qui est donc de desservir plutôt par des coursives. Et donc il y aura des fenêtres à la fois sur la circulation, qui sont des fenêtres assez petites qui servent juste à créer ce courant d'air, et des fenêtres sur l'extérieur qui servent plus à amener la lumière. Et coursives, je ne sais pas ce que c'est. Coursives, est-ce que c'est Je réponds quand même. Des coursives, c'est comme des couloirs, mais extérieurs. Donc ils sont protégés, il y a un toit dessus, mais il n'y a pas de mur sur le côté. Quoi. Donc tout le bâtiment, il va être desservi par ces coursives là. Et puis, vous allez voir, est-ce que j'ai mis les plans? Ouais. Non, j'ai pas mis. Voilà. Donc, les coursives en plan qui font le tour du bâtiment, il y a des passerelles qui permettront de relier les deux côtés, que ce soit plus facile et plus pratique. Et puis donc, ce qu'on voit ici, par exemple, dans cette salle de classe, des fenêtres de ce côté-là avec les brise soleil, qui sont représentées comme ça en ville, et des fenêtres de ce côté-là sur la coursive. Donc, du coup, le principe de ventilation traversante, il est essentiel. Ensuite, en termes c'est un projet où il n'y aura pas de chauffage et pas de climatisation. C'est assez commun au Maroc, je crois que dans ces locaux-là, c'est le cas. Vous n'avez pas de chauffage, pas de climatisation. Donc là, il a fallu aussi travailler sur comment la juste isolation de la façade. Donc l'isolation, ça c'est quelque chose qui vous est familier. Donc on met un matériau qui va empêcher la chaleur ou la fraîcheur, qui va empêcher la température extérieure en fait de venir dans la classe, en quelque sorte. Je pense qu'on peut synthétiser comme ça, mais c'est un matériau qui, si dehors il fait froid et dedans il fait chaud, il va empêcher en fait le froid de rentrer. Si dehors il fait froid, il fait chaud et dedans il fait frais, ça va empêcher la chaleur de rentrer. Donc l'isolation, c'est quelque chose qui est très important, mais qui
qui est aussi très français, dans le sens où c'est une isolation des bâtiments. C'est très vrai pour l'hiver. C'est-à-dire que quand on chauffe à l'intérieur, on ne veut pas que la chaleur s'échappe. C'est moins vrai pour le confort d'été. Donc le confort d'été, c'est quand il fait trop chaud. Et pour le confort d'été, là, on peut se tourner vers les constructions traditionnelles marocaines, par exemple, qui ont, depuis la nuit des temps, cherché à se protéger de cette chaleur, donc avec des constructions denses, par exemple, où le soleil entre peu. Beaucoup d'inertie. Donc l'inertie, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu ce mot? L'inertie, c'est un matériau. Alors si on prend, j'ai pas amené de matériaux, mais par exemple un matériau. Donc l'isolation, c'est de la laine de roche souvent. Donc c'est quelque chose qui ressemble à un pull un peu épais. Donc c'est assez léger. Et ça va aider à empêcher la chaleur de sortir parce que l'air va être emprisonné. C'est un peu comme une éponge. Et l'air va s'emprisonner dans tous les petits trous en fait, et c'est l'air en fait qui est un excellent isolant, mais il ne faut pas qu'il puisse bouger. C'est ça l'enjeu. Donc ça c'est l'isolant, c'est léger. L'inertie, c'est au contraire quand on a un matériau qui est très lourd, comme de la pierre. Les constructions anciennes, elles sont souvent, en France, elles sont souvent en pierre. Ici, je ne sais pas trop, mais il y a beaucoup de terre, je pense, de pisé. La terre, c'est très lourd aussi, donc c'est des matériaux qui sont massifs. Je vais revenir aussi sur l'isolation, mais un matériau lourd et massif, c'est très long à chauffer. C'est-à-dire que si vous avez un mur en pierre dans une maison, j'imagine que vous l'avez tous expérimenté, il fait froid, on arrive dans une petite maison, je ne sais pas, perdue dans la montagne, on va commencer à mettre le chauffage et la maison elle n'est pas isolée, elle est en pierre, elle va mettre très longtemps à se réchauffer parce que la pierre, elle est à 15 degrés, je ne sais pas, 12 degrés, 10 degrés, ça dépend où on est. Et il faut très longtemps pour que cette masse, comme c'est très lourd, devienne chaude. Alors que quand c'est isolé, ça met beaucoup moins de temps. Par contre, ça va perdre très rapidement la chaleur aussi. C'est l'air. En fait, quand on isole un bâtiment, on permet de chauffer l'air et pas les murs. Quand on travaille avec l'inertie, je sens que je suis en train de vous perdre, mais on y reviendra si besoin. Quand on travaille avec l'inertie d'un bâtiment, on chauffe les murs, on chauffe la dalle, ou on rafraîchit les murs et la dalle, hein, mais on utilise en fait la masse, on stocke la chaleur ou la fraîcheur dans les murs, dans les dalles. Quand on fait ça, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait de la masse, du lourd, quoi. Donc là, sur ce projet, on va avoir des planchers en béton. C'est aujourd'hui ce qu'on a un peu de plus lourd. On aurait pu travailler par exemple avec du pisé. Le pisé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est de la terre donc, qui n'est pas cuite, qui est de la terre crue, on appelle ça. Mais c'est des murs très épais, c'est des techniques qui ne sont pas adaptées pour faire des projets de cette envergure aujourd'hui. C'est en train de changer. En France, il y a des projets, je parle de la France parce que je connais mieux, hein, mais il y a des projets qui se font aujourd'hui sur des projets des bâtiments de cette envergure en pisé. C'est une technique qui est vraiment une technique ancestrale, mais en même temps d'avenir, parce qu'elle elle permet vraiment bien de régler ce confort d'été qui est devenu l'enjeu majeur du confort dans les bâtiments. Parce qu'en fait, on ne sait pas bien le traiter aujourd'hui. Je continue. Donc là, l'idée, quand on a ce bâtiment, c'est de pouvoir accéder à l'inertie de la dalle béton, à chaque fois, ou de la structure. Mais en même temps, si on peut avoir à la fois l'inertie qui nous permet, par exemple, l'été, d'avoir un bâtiment qui est, ces murs béton, ils sont à 20 degrés. Enfin, je prends un exemple. Hein. Donc les murs sont à 20 degrés parce que la nuit, il fait très frais, et donc les murs, ils ont une température moyenne entre la nuit et le jour. Si la journée, on empêche ces 20 degrés, enfin, ils vont nous rendre ces 20 degrés, donc ils vont diffuser de la fraîcheur, en fait. Et puis petit à petit, se réchauffer toute la journée. Parce que vous êtes là, que vous émettez de la chaleur. Chacun de vous, c'est un peu comme un petit radiateur. Et puis, donc tout au long de la journée, la température va monter et va réchauffer ces murs. Et puis, quand la nuit va arriver, on va ouvrir les fenêtres.
L'air frais de la nuit va circuler dans la salle. Et la nuit, ça va redescendre, rafraîchir petit à petit, jusqu'au matin. Vous allez arriver le matin. Il va faire frais au début de la journée. Alors, l'hiver, il va faire frais les 2 premières heures, je pense comme ici. Et puis, petit à petit, vous allez réchauffer la pièce, et puis l'air extérieur. Et puis, donc, il va y avoir ce système-là qui va faire chauffe-déchauffe. Mais l'idée, c'est de toujours rester dans une température confortable. C'est de ne pas monter, même l'été. Enfin, l'été, vous n'êtes pas là, mais l'été, il s'avance souvent de plus en plus. Donc, l'idée, c'est de jamais monter trop haut. Donc, de jamais atteindre les températures qui sont à l'extérieur. Donc là, j'en profite pour vous le dire, parce que vous allez rester dans l'établissement certainement. C'est de l'usage aussi. Ça veut dire que quand vous allez être dans ces salles de classe, chacun va aussi être acteur de son confort. C'est-à-dire que si c'est l'été, qu'on veut avoir frais, et que dehors il fait plus frais que dedans, on ouvre les fenêtres. Quand il commence à faire plus chaud dehors que dedans, on ferme les fenêtres. C'est assez simple, mais il faut être acteur de ces mouvements-là. Et là, pardon, oui. Vous parlez de technologie, ça pourrait être intéressant de l'automatiser. De l'automatiser dans ce genre de système. Alors, parce que la nuit, par exemple, tu dis la nuit, il faut ouvrir, etc. Ouais. Mais donc c'est compliqué parce qu'il n'y a personne la nuit dans les bâtiments. Alors, l'automatisation amène ensuite d'autres soucis. Enfin, là, spécifiquement, on avait une demande qui était de ne pas utiliser trop de technologies qui fonctionnent souvent, voilà, qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Enfin, on le voit sur d'autres projets. Donc là, ça n'a pas été proposé, mais effectivement, il y a un moment, après c'est du bon sens, mais il y a un moment où il va falloir effectivement ouvrir les fenêtres et les fermer. Ouais. Voilà. Et après, donc, ce que je voulais dire sur l'isolation, c'est que le bâtiment est isolé par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on vient isoler le bâtiment au-dessus de cette masse de béton. Donc l'isolation, elle va permettre à la fois d'avoir l'inertie de la dalle, l'inertie des murs béton, mais de la protéger du climat extérieur. Donc c'est un peu comme un gros pull-over qu'on vient mettre par-dessus le bâtiment et qui va l'empêcher de trop perdre son énergie, qu'elle soit du froid ou du chaud, vers l'extérieur. Est-ce que j'ai autre chose? Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de protéger les fenêtres du soleil. Alors, on protège les fenêtres parce que c'est là où les surchauffes maximales elles arrivent, mais on protège aussi les murs dans la mesure du possible parce que les murs aussi rentrent en chauffe, évidemment. Donc c'est aussi le rôle des brise-soleil de ce côté et des coursives qui vont en fait empêcher le soleil de taper directement sur les murs. Ensuite, en termes de développement durable, on va avoir je regarde. Ah oui, après ça c'est après il y a des petits détails sur le développement durable qui sont aujourd'hui, alors là on va rentrer dans un sujet mais c'est très important, donc je vais. Aujourd'hui un bâtiment, je vais prendre encore l'exemple de la France et j'en suis désolée mais c'est ce que je connais. Une maison, par exemple, une maison des années 70, vous avez tous déjà vu ces maisons de lotissement, un peu toutes pareilles, qui sont construites avec des matériaux très légers, qui sont en général très vite bâties. C'est des maisons qui ne sont pas du tout isolées, donc il faut beaucoup d'énergie pour les chauffer. Donc à un moment, on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, oh là là, c'est pas possible toute cette énergie qu'on passe pour chauffer ces maisons. L'énergie, on n'en a plus beaucoup, on puise dans nos ressources, il faut faire quelque chose, donc il faut qu'on isole ces maisons. Donc il y a une première campagne pour isoler les logements en fait. Donc on est venu isoler à tout va. Alors les matériaux d'isolation, ça peut être, peut-être, je peux aller sur internet ou ça, ouais. Ça peut être de la laine de roche, par exemple, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc la laine de roche, c'est ce qu'on voit là sur le côté, ces matériaux-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça, c'est l'isolation, on va dire, à ce standard. On peut avoir du polyuréthane. Le polyuréthane, ça va être plutôt ça. C'est un matériau un peu dur, qui ressemble un peu à du polystyrène. Donc c'est le polystyrène, vous voyez, c'est dur mais mou, quoi. Enfin, c'est dur mais pas solide. Donc ça, c'est très efficace, ça isole très très bien les bâtiments. On peut aussi utiliser de la laine de bois, par exemple. On peut aussi utiliser de la laine de mouton. On peut utiliser n'importe quel matériau en fait qui va capter, qui va être poreux et avoir des trous en fait à l'intérieur. Donc voilà, on pourrait utiliser, je sais pas, des éponges, plein d'éponges empilées, ça isolerait un bâtiment en fait. Ce serait pas très pratique. Donc la laine de bois, c'est ça, c'est fait avec des fils de bois en fait qu'on vient agglomérer ensemble et qui vont permettre de piéger l'air. Donc voilà, ça c'est il y en a plein d'autres, mais voilà, à peu près c'est les trois grandes familles de matériaux qu'on va avoir à disposition pour isoler le bâtiment. Donc, quand il a s'agit d'isoler nos maisons des années 70, on s'est dit, eh ben allons-y, j'ai un matériau super qui s'appelle le polyuréthane, qui est pas cher, parce que c'est vraiment pas cher. Et ben on y va avec ça, ça va être facile quoi. Et donc on a commencé à isoler avec ce matériau. Sauf que, ben, vous vous en doutez, le polyuréthane c'est fait avec du pétrole, c'est fait, ça demande énormément d'énergie à fabriquer. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on était en train d'isoler des maisons pour ne pas consommer d'énergie, pour qu'elle reste, la chaleur reste à l'intérieur, mais qu'en fait il fallait tellement d'énergie pour fabriquer le matériau qui nous servait à gagner de l'énergie, que ça valait pas le coup en fait, parce qu'on mettait plus d'énergie pour fabriquer ce matériau que ce que la maison consommerait. Je sais pas si c'est très clair. Donc aujourd'hui, et ça c'est un enjeu qui est nouveau mais qui est essentiel, la question de l'énergie, elle ne se traite pas seulement par la consommation de votre appareil de chauffage, de votre appareil de climatisation, c'est un des enjeux qui est essentiel, hein. C'est comment on peut faire la même chaleur avec le moins d'énergie possible, mais elle vient aussi et très très fort de qu'est-ce qu'on va faire pour utiliser des matériaux de construction qui n'ont pas demandé d'énergie pour être fabriqués. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire en sorte au maximum d'isoler avec de la laine de bois, c'est très schématique mais c'est ça l'idée, plutôt qu'avec du polyuréthane, parce que le polyuréthane, il lui faut 15 fois plus d'énergie pour être fabriqué que la laine de bois. Et ça, c'est l'enjeu majeur de demain, parce qu'on sait résoudre un problème technique d'isolation, avec le polyuréthane par exemple. On sait le résoudre, mais c'est un matériau qui est fabriqué à l'autre bout du monde, qui est transporté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est transporté, alors qu'on va, là je parle de la laine de bois, mais au Maroc par exemple, il y a une production de liège. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais vous êtes un pays qui fabrique, qui exporte du liège beaucoup. Je crois que c'est le deuxième pays après le Portugal à faire du liège, y compris pour la construction. Le liège, c'est un matériau qui est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne va pas moisir. C'est très rare pour les matériaux naturels. C'est aussi pour ça le polyuréthane, ça ne moisit pas, c'est facile. Les matériaux naturels, ça vit un peu, donc c'est plus compliqué à utiliser. Il faut juste mieux les connaître. Donc, je ne sais plus ce que je vais dire. Voilà, donc par exemple, utiliser du liège dans la construction, et ben, ça va nous permettre à la fois d'isoler le bâtiment et de ne pas avoir utilisé trop d'énergie pour fabriquer le matériau. Après, c'est des arbitrages économiques, toujours. C'est la base de tous les projets, quels qu'ils soient, d'architecture ou pas d'architecture, c'est la balance entre le coût de la solution et son bénéfice, et un budget qui est donné par un client, qui est, ben, si on vous a donné, j'allais dire 100 francs, mais ça fait coup de vieux, si on vous a donné 1000 dirhams pour aller acheter une veste, et que la veste qui vous plaît, elle en fait 1500,
et ben soit il va falloir aller négocier pour avoir 500 dirhams de plus, soit il va falloir prendre une autre veste. Donc c'est la même chose à l'échelle d'un bâtiment. On nous donne un montant et il faut trouver les meilleurs choix, faire les meilleurs choix en fonction de ce budget et de ce qu'on peut faire, quoi. Donc là, par exemple, dans le projet des cartes, alors, la laine de bois, c'est assez français, enfin c'est assez européen en tout cas, donc ici c'est pas un matériau qui est pertinent, mais on avait imaginé par exemple une isolation en liège. Ben, en fait c'était beaucoup trop cher. Aujourd'hui la filière elle n'est pas assez développée, c'était trop cher, on est resté sur une isolation beaucoup plus classique. Mais là, je digresse un peu, mais c'est vraiment pour dire l'enjeu majeur de la construction de demain, c'est les matériaux, c'est l'énergie qu'il faut pour fabriquer le bâtiment, et aussi le corollaire, c'est qu'est-ce qu'on va en faire en fin de vie. C'est le jour où vous n'avez plus besoin de cet établissement, de cet espace. Par exemple, si on revient sur la présentation, oui, en plus c'est corrélé avec mon sujet suivant, parfait. Là, aujourd'hui, on démolit ces bâtiments. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette matière qu'on a démolie? C'est du gravat, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'autre enjeu de l'architecture, de l'ingénierie, et je pense que cet enjeu-là, vous, le temps que vous deveniez professionnel, il sera majeur, il est en train d'émerger petit à petit aujourd'hui, mais c'est vraiment une question centrale. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment en fin de vie? Comment on peut le démonter et s'en resservir, par exemple? On n'en est pas du tout là aujourd'hui, mais c'est les enjeux vers lesquels on essaye petit à petit d'aller. Donc, dans le projet, on fait un essai à toute petite échelle sur comment on peut réemployer, réutiliser des morceaux du bâtiment qu'on démolit. Donc là, par exemple, au fond du collège, ici, il y a une cafétéria. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là, qui est désaffecté. Donc on construit dessus, donc on a dû démolir cette cafétéria. Donc par exemple, on a fait le tour avec l'entreprise qui est en charge des travaux, qui est indépendante totalement de qu'est-ce qu'on pouvait essayer de réutiliser dans ce qu'il y avait là qui allait être démoli pour faire autre chose. C'est très compliqué parce qu'il y a des normes, il y a des règles, il y a des DTU, enfin, il y a plein de choses qui vont nous empêcher de le faire parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un matériau neuf avec une étiquette. On est sûr que le matériau, c'est le bon matériau dont on a besoin. Donc, on ne peut pas vraiment faire ça partout. Mais là, à titre d'essai, enfin à titre d'expérience aussi, on a proposé de travailler, de casser en fait les éléments en béton et de se servir des éléments cassés comme de pierre, comme on peut monter un mur en pierre sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces murs. Souvent, c'est des murs qui séparent des champs ou des vieux murs de soutènement. C'est des pierres empilées, avec ou sans mortier d'ailleurs, mais le principe de pierre sèche, c'est qu'il n'y a pas de mortier, mais c'est l'idée d'appareiller, en fait, d'empiler des pierres. Donc on va réutiliser des morceaux de béton pour faire comme si c'était des pierres, pour fabriquer des bancs. Ça paraît très bête quand on le dit comme ça, mais c'est super compliqué parce que ça demande de l'investissement, de l'énergie de la part de tout le monde, au lieu d'arriver avec le gros bulldozer et de tout détruire et de tout envoyer à la benne. Ben, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui trie, qui récupère les morceaux qui vont bien marcher, qui refasse ça à la main, alors que pouler du béton, ben, c'est un camion de toupie qui arrive et qui vient pouler du béton. Donc il y a ce truc-là, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose en fait, de vertueux, de bon, mais c'est exactement comme éviter de prendre la voiture et donc marcher à pied, ben c'est un peu plus pénible, enfin, c'est un peu plus fatigant. Donc c'est pour le bâtiment, c'est toujours un peu ça aussi. Donc voilà, ça c'est un des points qui est très très difficile à mettre en œuvre d'un point de vue normatif et qu'on essaye du coup sur ce projet. Donc il va y avoir des bancs autour de la bande boisée là qui vont être comme ça. Si rien ne nous empêche de le faire d'ici là. Autre petit exemple concret, donc ça c'est le rez-de-chaussée du bâtiment d'enseignement.
Donc votre cour est ici. Ici, on voit qu'il y a le préau. Au rez-de-chaussée, vous aurez toutes les salles d'art et de musique. Et le foyer des élèves ici. Ici, il y a les sanitaires collectifs. Donc, il y a une autre petite idée, par exemple, c'est comment on fait pour essayer de préserver la ressource en eau, puisque c'est un enjeu quand même majeur aussi. Et que là, le projet qu'on a proposé, il utilise de l'eau, puisqu'on a beaucoup de jardins. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire pour pas avoir à utiliser l'eau de ville pour arroser. Donc, il y a plusieurs solutions. La première qu'on imagine facilement, c'est ok, on va stocker, quand il pleut, on va stocker de l'eau, un maximum, on stocke de l'eau, et puis comme ça, on peut prendre cette eau de pluie qu'on a stockée quand il ne pleut pas. Donc, ok, on calcule le besoin en eau de notre jardin et la pluviométrie, donc la quantité de pluie qui tombe en fonction des mois, ici spécifiquement. Là, on se rend compte qu'il faudrait stocker des mètres cubes énormes d'eau pour pouvoir arroser toute l'année, parce qu'on a, à dire facilement 2 mois sans pluie, quoi. Donc, on le fait quand même, donc il va y avoir ici un réservoir d'eau qui va stocker de l'eau de pluie pour l'arrosage. Un maximum d'eau de pluie. Mais pour que ça reste, c'est aussi à titre, on va dire, d'essai. On a proposé un système très simple qui est de, tous les jours, il y a des toilettes, tous les jours, vous vous lavez les mains aux toilettes. Cette eau, le lavage de main, c'est de l'eau qui n'est pas sale. C'est de l'eau qui a, au pire, un peu de savon. Donc, dans ces 2 sanitaires-là, ceux-là uniquement, il y aura un savon spécifique qui sera mis à disposition. Et on va récupérer l'eau pour arroser. C'est très simple, mais tous les jours, on est sûr d'avoir la même quantité d'eau, plus ou moins, parce que vous allez vous laver les mains de la même manière à peu près tous les jours, qui va arriver, qui va permettre d'arroser le jardin. C'est aussi un petit peu... c'est un petit essai, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on a plein de freins normatifs, mais qui vont évoluer, de généraliser des choses, ce qu'on appelle du low-tech, le moins technologique possible, le plus simple possible. C'est un tuyau. C'est tout. Et après, c'est tout, mais c'est aussi comment on adapte ces plantes-là pour qu'elles acceptent. C'est des plantes qui n'ont jamais trop d'eau, donc c'est des plantes qui aiment avoir de l'eau au cas où, je ne sais pas, un jour tout le monde se lave les mains beaucoup plus et qu'il y a beaucoup d'eau. Donc c'est des plantes qui accepteront ça. Et c'est des plantes qui aiment les nitrates, alors je ne maîtrise pas très bien le sujet des plantes parce qu'on travaille avec un paysagiste là-dessus, mais c'est des plantes qui aiment, on va dire, les particules de savon. C'est quelque chose qui leur sert d'engrais. Donc c'est des plantes un peu spécifiques, mais voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer. Et je crois que j'arrive à peu près au bout de ce que je voulais vous dire en fait. Ça, c'est les images, donc l'extérieur, vous l'avez déjà vu, ça sera donc à l'intérieur, vu vers le patio. Donc ici, vous reconnaissez les coursives à chaque étage. Là au milieu, donc, il y aura des plantes. On a aussi conservé des arbres qui existaient, je ne sais pas si vous avez vu, quand vous visiterez, vous verrez qu'au milieu du bâtiment du chantier, là, il y a 2 arbres qu'on n'a pas coupés, qui restent à l'intérieur. On ne voit pas sur cette image. Donc on voit là aussi la transparence avec la cour et le bâtiment A. Au fond. Ça, donc, ce sera le préau.